foie dû à un virus qu'on appelle le virus de l'hépatite C. C'est un virus qui est assez fréquent. À peu près 3% de la population mondiale est touchée, ce qui fait à peu près au niveau mondial 180 millions de personnes qui sont infectées. À l'échelle marocaine, on est dans une zone de prévalence intermédiaire. Donc à peu près 1% de la population marocaine est touchée, ce qui nous fait à peu près 600 000 Marocains qui sont porteurs du virus. Mais la gravité des choses, si je peux dire, c'est que la majorité ne le savent pas. Parce que c'est quelque chose qui passe inaperçu. Donc 600 millions à peu près sont porteurs, mais une grande majorité ne le sait pas encore. Donc c'est l'hépatite virale C, voilà, c'est ça. Donc c'est l'agression du foie de manière chronique par le virus de l'hépatite C. Très bien. Alors, si vous voulez qu'on parle de comment on est infecté par ce virus. Alors, justement, si vous le permettez, quelle est la différence? Parce qu'il y en a plusieurs, j'imagine. Il y a l'hépatite A et B aussi. Il y a les virus les plus courants, les plus connus, qui peuvent agresser le foie, sont les virus de l'hépatite A, de l'hépatite B et de l'hépatite C. Pour faire la différence, le virus de l'hépatite A, c'est un virus qui est moins méchant, qui touche en général, on est infecté en général dans l'enfance et qui est caractérisé par une évolution bénigne dans la plupart des cas. Donc le virus de l'hépatite A ne reste jamais de manière chronique dans le corps. Donc on n'aboutit jamais à une hépatite chronique suite à une infection par le virus de l'hépatite A. La dangerosité, si vous voulez, de l'hépatite A, c'est une hépatite qu'on appelle fulminante, c'est-à-dire une agression vraiment très très importante et très aiguë du foie qui peut avoir des graves conséquences. Tandis que pour l'hépatite B et l'hépatite C, ce qui les caractérise, au contraire, c'est l'évolution chronique qui perdure dans le temps, donc plus de 6 mois, et qui peut causer des dégâts graves au niveau du foie, notamment l'évolution vers ce qu'on appelle la cirrhose du foie, la cirrhose hépatique. Alors, docteur, quel est le mode de transmission? Comment on attrape l'hépatite C? Alors, le virus de l'hépatite C, il a une transmission interhumaine stricte, c'est-à-dire que seul un être humain peut contaminer un autre être humain. Et les modes de contamination, les modes de transmission sont divers et variés. Mais généralement, c'est une transmission sanguine, c'est-à-dire qu'on a été infecté par du sang contaminé par le virus de l'hépatite C, soit par l'utilisation d'accessoires qui sont coupants, donc une lame de rasoir de quelqu'un qui a été infecté, un coupe-ongle de quelqu'un infecté, ou ce qu'on appelle les accidents d'exposition au sang, notamment chez le personnel médical, paramédical, quelqu'un qui accidentellement se blesse avec une aiguille de quelqu'un qui est infecté, etc. Donc la voie de transmission sanguine, c'est la principale voie de transmission de l'hépatite C. Mais elle n'est pas la seule. Il y a aussi la transmission sexuelle qui n'est vraiment pas à négliger parce que l'hépatite virale C est considérée comme une maladie sexuellement transmissible. MST, elle fait partie des MST, tout à fait. Voilà, exactement. Donc des infections sexuellement transmissibles. Donc tout rapport sexuel à risque non protégé peut être source de contamination, bien sûr des maladies plus connues comme le VIH, la syphilis, etc. Mais l'hépatite B et l'hépatite C, dont on parle ce matin, c'est une maladie sexuellement transmissible. Enfin, il y a aussi le mode de transmission de la mère à l'enfant. Donc durant la grossesse et plus particulièrement durant les accouchements qui sont un petit peu entre guillemets traumatique, mais le mode de transmission lors de l'accouchement aussi est un mode qui existe et c'est pour ça qu'on fait le dépistage systématique de l'hépatite virale C durant la grossesse. Mais malheureusement, dans 20 à 30% des cas, le mode de transmission reste encore inconnu. Donc c'est ce qui fait un petit peu le danger entre guillemets de ce virus, c'est que parfois, malgré toutes ces précautions, malgré toutes les investigations, on ne retrouve pas la source de contamination. Alors, voilà. Docteur, quels sont les symptômes de ce virus? Alors, pour parler des symptômes, je vais essayer de vous parler d'abord de l'histoire du virus, qu'est-ce qui se passe dans notre corps. Donc, suite à l'événement contaminant, le virus commence à se multiplier dans notre corps. Et 4 semaines à 16 semaines plus tard, donc 1 à 4 mois plus tard, on a ce qu'on appelle des lésions de l'hépatite aiguë, c'est-à-dire de l'inflammation du foie due au virus. Donc là, on est dans la première phase de l'hépatite aiguë, de l'inflammation aiguë du foie. Là, il y a 3 grands chemins. Dans 1% des cas, on évolue vers l'hépatite qu'on appelle fulminante, c'est-à-dire l'hépatite aiguë très très grave qui peut être mortelle tout de suite. Ça, c'est 1% des cas.
dans 20% des cas, le corps se libère lui-même de ce virus et on aboutit à la guérison spontanée. Donc le corps lui-même se défend contre le virus et évacue le virus sans aboutir à des lésions chroniques. Donc ça, c'est 20% des cas. Mais malheureusement, on va dire les plus chanceux. Les plus chanceux, tout à fait. Les plus chanceux se défendent tout seuls contre le virus et finalement ne s'en rendent jamais compte, sauf à l'occasion d'un bilan sanguin. On se rend compte qu'il y a eu un contact avec le virus, mais que le virus ne se multiplie pas dans le corps de ces personnes-là. Très bien. Malheureusement, dans 80% des cas, dans l'écrasante majorité des cas, l'évolution va vers la chronicité. Donc on évolue vers une hépatite qu'on appelle chronique. Donc là, le virus se multiplie durant plus de 6 mois dans le corps et commence à provoquer des dégâts, notamment hépatiques, mais aussi dans tout le corps en extra-hépatique. Donc dans ces cas d'hépatite aiguë, qu'est-ce qui se passe? Dans 20% des cas, ça reste stable. Donc le foie reste, il est infecté, mais ça reste stable. Mais dans 20% des cas, on évolue vers ce qu'on appelle la cirrhose du foie. Le foie devient fibreux, ne fait plus ses fonctions habituelles, etc. C'est la cirrhose du foie. Et dans 20% de ces cirrhoses du foie, on évolue vers le cancer du foie. Ce qu'on appelle le CHC, le carcinome hépatocellulaire, donc c'est le cancer hépatique. Donc ce qu'on peut déduire de ce que je viens de dire, c'est qu'il existe une évolution vers le cancer du foie dû au virus de l'hépatite C. Voilà, c'est ce qu'on peut retenir, c'est qu'on peut aboutir à ce genre d'évolution malheureuse et grave. Alors, une personne qui est entrée en contact avec le virus, qui est infectée, oui. Donc pendant les 4 à 16 semaines, elle ne sent rien. Elle ne sent rien. Et elle peut même ne rien sentir, même au-delà des 4 mois par la suite. Et c'est ce que je voulais dire, justement, c'est ce qu'on allait aboutir à ça. Les circonstances de découverte de l'hépatite C, dans 90% des cas, sont fortuites. C'est au hasard. Donc, suite à un bilan sanguin, un bilan, tout à fait, un bilan causé pour une raison X ou Y. On fait un bilan hépatique, on se rend compte qu'il y a une perturbation du bilan hépatique, on poursuit vers la recherche du virus et on tombe dessus. Donc, dans 90%, c'est ce qui fait la gravité, on le découvre par hasard. Mais quand il y a des signes cliniques, en général, ils sont un petit peu vastes, ils sont pas vraiment spécifiques de l'hépatite C. Donc, ce qui se passe, on peut ressentir une fatigue chronique. Au réveil, la personne est déjà fatiguée, sans raison particulière. Il y a une fatigue qui s'installe déjà au réveil. Durant les premières semaines de développement du virus, on peut avoir ce qu'on appelle un syndrome grippal. Donc, c'est comme si on avait une petite grippe, on est un petit peu courbaturé, on a un petit peu mal aux muscles, on est fatigué, etc. Donc ça, c'est le syndrome grippal de départ. Sinon, il existe, quand on arrive au stade de cirrhose, de cirrhose, ou même de cirrhose qu'on appelle décompensée, c'est-à-dire de cirrhose compliquée, on a des signes, qui sont clairement évocateurs d'une maladie hépatique, notamment la jaunisse, donc le l'ictère. La personne a des conjonctives un petit peu jaunâtres, les muqueuses jaunâtres, les urines sont foncées, les selles deviennent décolorées, un petit peu claires. Il y a aussi des signes qui orientent vers le foie, donc c'est le prurite, la personne se gratte, c'est un prurite qui est généralisé. Il y a aussi des signes de décompensation de maladies hépatiques, donc le ventre se gonfle et parce qu'il contient du liquide, il contient de l'eau, donc là c'est le signe d'une maladie hépatique très avancée. Et bien sûr, ce qui est assez connu aussi des révélateurs des maladies hépatiques, la personne peut vomir du sang. Tout à fait. À vomir du sang. Et j'insiste aussi sur un autre signe qui est équivalent, c'est la même chose, faire des selles noires couleur charbon est égal à vomir du sang. Donc le sang, quand il existe au niveau de l'estomac, soit on le vomit sous forme de sang, soit on le digère, on l'évacue sous forme de selles noires. Donc là aussi, des selles noires, mais charbon, pas marron foncé, noir charbon, c'est équivalent à vomir du sang. Donc effectivement, ça, ce sont les signes des maladies hépatiques avancées. Faut savoir que le virus de l'hépatite, c'est une atteinte pas uniquement hépatique, mais dans tout le corps. Donc, on peut avoir d'autres manifestations qu'on appelle extra-hépatiques, donc des petites taches rougeâtres qui apparaissent sur le corps, c'est ce qu'on appelle un purpura, une urticaire, donc quelqu'un qui se gratte et avec des taches au niveau des placards au niveau cutané, des fourmillements, une sécheresse cutanée, des douleurs articulaires, donc plusieurs symptômes, que ce soit digestifs ou extra-digestifs, peuvent orienter vers une infection
de l'hépatite C. Alors, docteur, c'est quelque chose, vous l'avez dit, de très contagieux. Différents modes de contamination existent. Et il y a quelque chose qu'on ne soupçonne pas et qui pourtant pourrait nous apporter justement ce virus. Il s'agit de la visite chez le dentiste, mais pas chez un dentiste qui respectent, on va dire, les règles d'hygiène et de stérilisation du matériel. Tout à fait. Est-ce que c'est possible aussi? Tout à fait, c'est possible. Quel que soit le matériel souillé, non stérilisé, que ce soit chez un dentiste, chez n'importe quel autre médecin qui utilise un matériel où il y a un contact avec les organes internes, donc notamment aussi gastro-entérologue. Quand on fait des endoscopies, le matériel doit être stérilisé de manière adéquate. Donc, que ce soit dans le domaine médical, paramédical, extramédical, chez l'esthéticienne aussi. Exactement. Donc voilà, on peut faire une manucure, une pédicure, on peut choper l'hépatite C. Parfaitement. Si le matériel n'est pas propre, si le matériel a été souillé, bien sûr, on peut être contaminé par le virus. Donc oui, il faut faire attention aux normes de stérilisation. Il faut mieux apporter son propre matériel chez l'esthéticienne. Voilà. Ou bien, on a une esthéticienne qui respecte les normes d'hygiène. Mais oui, ce sont des précautions à prendre. Et puis, il faut vraiment pas lésiner là-dessus. Donc oui, il faut faire attention à ce genre de choses. Et puis les soins dentaires non médicalisés, dans l'écrasante majorité des cas, quand même, les médecins respectent les normes de stérilisation. Mais la majorité de la population ne va pas chez un dentiste. Tout à fait. C'est ce qu'on appelle les soins dentaires non médicalisés. C'est quand même courant chez nous et c'est grave. Ça peut aboutir à des choses très très graves. Bon, heureusement, on va en parler tout à l'heure. Maintenant, il y a un traitement très très efficace contre l'hépatite C, mais ça peut être d'autres sources d'infection, HIV, hépatite B, etc. Donc oui, il faut faire vraiment attention à ce genre de choses. Et puis aussi, je voulais dire aussi, pour les personnes qui se font des piercings, des tatouages. Même le tatouage. Ah oui, parfaitement. Il faut que ce soit des choses qui soient stériles. Oui, parfaitement. Bien maîtrisées. Ah oui, parfaitement. Très bien. Restez parmi nous sur Chaîne Inter, on va se permettre une petite pause musicale. On se retrouve dans quelques instants pour parler du traitement, aussi de la prévention. Restez parmi nous sur Chaîne Inter. Et de l'hépatite C, vos questions sont les bienvenues au 05 37 20 44 73 ou au 05 37 70 48 54. Alors, docteur, on a parlé des causes de ce virus, mais aussi des symptômes. Oui. Là, j'imagine qu'on va parler des traitements. Est-ce qu'il existe des traitements contre l'hépatite C? Parfaitement. Alors, avant tout traitement, il faut faire un état des lieux, si vous voulez, parce que il y a une guerre qui s'est passée dans notre corps. Il faut qu'on fasse un petit peu l'état des lieux, qui est notre ennemi, qu'est-ce qu'il a fait comme dégâts. Donc, d'abord, il faut identifier le type de virus. Il faut savoir qu'il y a plus de 80 types de virus de l'hépatite C, divisés en 6 grandes familles. Donc d'abord, il faut qu'on sache contre quel type de virus on va se battre, donc à quel type de virus on a affaire. Donc on identifie d'abord le virus, on le classe, on sait de quel virus il s'agit, et puis après on va voir l'atteinte qu'il a fait, le degré des dégâts effectués. Donc il faut qu'on fasse un bilan hépatique complet pour savoir si notre foie est au stade de cirrhose ou non. Et s'il est au stade de cirrhose, est-ce que c'est une cirrhose compliquée ou pas? Et puis, il faut qu'on sache à quelle vitesse ce virus se multiplie pour avoir une base de référence pour pouvoir, par la suite, évaluer notre réponse au traitement. Donc, également, il faut savoir si on a été infecté par le virus de l'hépatite B seul ou on est co-infecté avec d'autres types de virus, parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, le virus de l'hépatite C, c'est une infection sexuellement transmissible, c'est une infection qui est transmise par le sang, et donc on peut être infecté par d'autres choses que l'hépatite C. Donc notamment, il faut chercher une co-infection avec le virus du sida, donc du HIV, et le virus de l'hépatite virale B, le HVB. Est-ce que ça complique les choses à ce moment-là? Parfaitement. Ça complique les choses, c'est-à-dire qu'on aura d'autres alternatives thérapeutiques. C'est un autre traitement qu'on doit effectuer avec d'autres types de surveillance. Donc, une fois qu'on sait quel type de virus on a, est-ce qu'il est seul ou accompagné, à quelle vitesse il se multiplie et à quel degré de gravité, si vous voulez, notre foie est atteint, à ce moment-là, on va commencer le traitement. Tout à fait. Et il y a eu une révolution thérapeutique majeure dans le monde de l'hépatite virale C
qui s'est produite au Maroc en 2016, dans le monde quelques années auparavant, mais au Maroc en 2016, on a vraiment assisté à une révolution thérapeutique parce que auparavant, c'était un traitement qui était long, qui était très coûteux, qui présentait de nombreux effets secondaires qui pouvaient aboutir à plusieurs hospitalisations et pour lequel on arrivait à un taux de réussite, si vous voulez, avoisinant à peu près les 50% de réussite. Donc on éradiquait le virus malgré tous nos efforts, malgré tous les effets secondaires, malgré tout le coût du traitement, qu'à 50%. Depuis 2016, il y a eu des nouveaux traitements qui sont apparus sur le marché marocain. C'est une fierté, je trouve, pour le Maroc, parce que ce sont des laboratoires marocains qui le produisent. C'est vraiment une grande fierté pour nous. On a actuellement des nouveaux traitements qu'on appelle les antiviraux directs, qui ont plusieurs avantages. Donc, notamment, la prise par voie orale, ce sont des comprimés. Quand je dis décomprimés, je pèse mes mots parce qu'il n'y en a que 2 par jour. Donc, ce n'est pas la panoplie de comprimés, de cachets qu'on devait avaler avec les injections et tout ce qui s'ensuit. Donc, c'est des comprimés qu'on prend une fois par jour. On aboutit, grâce à ce traitement, à 90% de succès. Même un peu plus, mais j'ose pas le dire, mais presque à 97% de réussite. Dans 70% des cas, c'est un traitement qui dure 3 mois. Donc, contrairement au traitement précédent qui durait vraiment très longtemps. Qui durait 1 année, 2 années. Donc là, c'est 3 mois de traitement dans la majorité des cas, maximum 6 mois de traitement. Il y a très peu d'effets secondaires, mais vraiment, ce sont des effets secondaires qui sont vraiment minimes. Des petits maux de tête, des petites nausées, etc. C'est vraiment minime, c'est vraiment négligeable comme effet secondaire. Et puis, ce qui est merveilleux, c'est que c'est un traitement qui peut être proposé à tous les porteurs de l'hépatite virale C, mais vraiment presque à tous les patients. Donc, qu'ils soient au stade de cirrhose, qu'ils soient au stade de cirrhose compliquée, qu'ils ne soient pas encore au stade de cirrhose. Donc, quel que soit le stade de la maladie, on peut leur proposer un traitement. Ce qui va différer, c'est juste la durée. Soit c'est 3 mois, soit c'est 6 mois de traitement. Et puis, l'avantage extraordinaire, c'est le coût du traitement. Donc, on est à un coût de à peu près 13 000 dirhams pour traitement complet actuellement, contre dans les 120 000 dirhams pour les anciens traitements, avec un taux de réussite de 50%. Est-ce que c'est remboursé par c'est remboursé, c'est pris en charge. Vraiment, je vous dis, c'est une révolution thérapeutique contre le virus de l'hépatite C. Donc, mon message qui en découle, c'est il faut insister maintenant sur le dépistage. Puisque c'est une maladie qui est gravissime, qui peut aboutir à un cancer du foie, mais qui peut être très bien traitée suite à 3, au maximum 6 mois de traitement. On va débarrasser du virus, tout à fait. Donc, le message qui en découle de ce traitement qui est révolutionnaire, c'est maintenant, il faut insister sur le dépistage et la prévention, parce qu'on s'est fixé comme but d'éradiquer le virus de l'hépatite C en 2025. On veut arriver... De temps, hein. On est à quelques années de moins de 10 ans. On y est presque. On va y arriver. On veut que le virus disparaisse de la circulation en 2025. Donc maintenant, on est en train d'insister sur le dépistage et la prévention contre le virus de l'hépatite C. Alors, docteur, on peut dire aujourd'hui qu'on arrive à guérir complètement de l'hépatite C, carrément. On guérit complètement de l'hépatite C, mais malheureusement, on ne guérit pas des conséquences de l'hépatite C. D'accord ? Donc, si on arrive au stade avant les complications de ce virus, c'est-à-dire avant l'installation d'une cirrhose du foie, on peut en guérir parfaitement, comme si de rien n'était. Et poursuivre sa vie vraiment normalement. Maintenant, les conséquences, malheureusement, on ne peut pas revenir en arrière. Tout dépend des conséquences. Tout à fait. Si on arrive au stade de cirrhose du foie, de fibrose hépatique, c'est-à-dire une maladie hépatique très avancée, c'est-à-dire que le foie devient fibreux, il n'est plus souple, il ne fait plus ses fonctions comme auparavant, on ne peut pas revenir en arrière. Bon, il y a la transplantation hépatique, etc. Mais on ne peut pas restituer le degré de souplesse et de vitalité du foie qu'on avait auparavant. Mais au moins, on se débarrasse du virus qui ne se multiplie pas et qui arrête d'agresser le foie, d'une part, et pour éviter la transmission de ce virus aux autres, d'autre part. Donc même si on est au stade de cirrhose, il faut quand même proposer... Ah oui, parfaitement. Il faut se faire traiter pour arrêter d'agresser le foie et pour ne pas transmettre ce virus aux autres. On ne va pas se dire, de toute façon, c'est bon, parce que le Marocain
Dès qu'il vomit du sang, c'est la mort. Ah non, non, du tout. C'est associé je comprends, dans la tête je comprends, oui, je de la comprends. plupart des gens, c'est ça. Je comprends, mais c'est une idée fausse. Oui, c'est une idée fausse. On peut rester au stade de cirrhose compensée, non compliquée, si on arrête la multiplication du virus. Et même si on est au stade de cirrhose décompensée, ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas être traité. On doit se faire traiter pour arrêter d'agresser ce foie par le virus de l'hépatite C. Alors, vous l'avez dit, le virus peut atteindre vraiment tout le monde, même un bébé peut être atteint. Oui. Est-ce que ce traitement peut être administré aux enfants et aux nourrissons aussi? Alors, il faut adapter les doses. La seule contre-indication... ce sont les insuffisants rénaux à un stade avancé parce que le rein ne filtre pas suffisamment bien les médicaments. Mais là encore, il y a encore toujours des solutions. On adapte les doses. Il y a toujours pour ce médicament, il y a toujours des solutions possibles. La seule contre-indication, c'est la femme enceinte. Donc, durant la grossesse, on ne donne pas le traitement. Donc, on attend la fin de la grossesse. Il n'y a pas d'urgence. C'est pas grave, il n'y a pas d'urgence. C'est pas un traitement urgent. On va attendre l'accouchement, etc. Et puis, il faut pas tomber enceinte 5 semaines après la fin du traitement. D'accord. Donc, ce sont les seules contre-indications du traitement. C'est la grossesse et puis ne pas tomber enceinte juste après la fin du traitement. Alors, docteur, est-ce qu'il existe un vaccin contre le virus de l'hépatite C? Malheureusement, il n'y a pas de vaccin contre le virus de l'hépatite C. Contrairement à l'hépatite B, j'en profite pour faire passer ce message. Ne pas hésiter à se faire vacciner contre l'hépatite B. Il n'y a presque pas de contre-indication au vaccin de l'hépatite B. Consultez votre médecin pour vous faire vacciner quel que soit votre âge. Mais pour l'hépatite C, malheureusement, il n'y a pas de vaccin. Mais je vous dis, ce qui est extraordinaire, c'est qu'il y a un traitement qui est très, très, très efficace. Donc, on retombe, si vous voulez, à peu près sur nos pieds grâce à ce traitement. Il faut, par contre, insister sur la prévention. Vu qu'il n'y a pas de vaccin, il faut insister sur la prévention. Donc, la prévention, c'est le dépistage tout d'abord. Alors, quand vous dites le dépistage, on va aller chez notre médecin et lui demander de nous prescrire des analyses. Tout à fait. Toutes simples. Tout à fait. Et on sait si on est atteint ou pas. Tout à fait. Exactement. C'est une analyse de sang unique. On va voir s'il y a des séquelles, s'il y a un contact avec l'hépatite C. Donc c'est une analyse très 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 simple qui est faisable dans n'importe quel laboratoire au Maroc. C'est quelque chose d'accessible, de faisable, il n'y a aucun problème. On doit faire une fois par an, on va dire? Non. Il suffit de le faire une fois pour savoir si on est porteur. Et puis si on a eu un comportement à risque, à ce moment-là, ne pas hésiter à refaire le dépistage. Justement, quels sont ces comportements à risque? Donc, c'est toutes les personnes qui ont eu une transfusion sanguine avant les années 93, 92. Parce qu'avant ces années-là, on ne recherchait pas les virus avant de transfuser le sang. Donc, il y a eu des personnes qui ont été transfusées par du sang contaminé. Donc, les personnes transfusées avant les années 1992-1993 doivent absolument rechercher si elles n'ont pas été contaminées par le virus de l'hépatite C. Maintenant, il y a aussi toutes les personnes dialysées de manière chronique qui peuvent être sujettes à l'infection par l'hépatite C. Donc les personnes insuffisantes rénales qui font de la dialyse, etc. Il faut faire aussi un dépistage, un bilan hépatique pour voir s'il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Tout le personnel de santé ou toute personne qui a un contact avec le sang doit se faire dépister. Toutes les femmes enceintes doivent se faire dépister. Et toutes les personnes qui ont des relations sexuelles à risque, qui ont des partenaires sexuels multiples, qui ont des relations sexuelles non protégées par un préservatif, non protégé, bon j'insiste, des fois on a l'impression que c'est non protégé, c'est-à-dire la pilule, etc. Non, ça n'a rien à voir, c'est non protégé du préservatif, exactement. Donc toutes ces personnes-là doivent se faire dépister et dès qu'il y a eu un comportement à risque, se faire dépister encore une fois. Donc le dépistage, c'est la clé. Et là, en découle, je viens d'en parler, donc les comportements à risque. Donc tout contact avec le sang, tout ce qui peut être, toute coupure suspecte, toute blessure suspecte peut être sujette d'infection par l'hépatite virale C. Très bien. Donc, ne pas aller chez les dentistes non homologués, entre guillemets, par le ministère, par l'ordre des médecins dentistes. Ça aussi, c'est très important. C'est ça. Pas de soins dentaires non médicalisés. C'est quelque chose qui devrait être la règle. Vraiment, c'est quelque chose qui est très important, qui est très grave. Quand même, se faire infecter par un virus, alors qu'il y a des mesures de stérilisation qui sont quand même simples et banales, c'est grave. Le problème, c'est que certaines personnes vont aller chercher
le moins cher. Le moins cher, tout à fait. Mais au dépend de quelque chose qui va santé. être beaucoup plus cher par la suite. Donc c'est pas finalement un gain, au contraire c'est une perte parce qu'on cherche le moins cher, on est infecté et puis on en a pour 13 000 dirhams de traitement par la suite, ça revient cher quand même. Tout à fait, exactement. Oui. Alors, docteur, quels seraient vos derniers conseils? Mon dernier conseil, le dépistage. Le dépistage, j'insiste, c'est quelque chose de facile, de simple. Et quand bien même on trouverait un virus, le traitement existe, il est simple, efficace. Il est efficace, peu d'effets secondaires. Donc j'insiste sur le dépistage. Aidez-nous à éradiquer le virus avant 2025. Merci beaucoup, docteur. Merci à vous. À très bientôt sur Chaîne Inter. Docteur Sarah Loudriri, gastro-entérologue à Rabat. Il est 9h passé de 40.